La nouveauté, c'est vraiment l'apprentissage machine qui permet de détecter la vraie intention derrière votre question, quelle que soit la manière dont il est formulé. Vous êtes aujourd'hui en France entre 16 et 20 millions à avoir adopté l'assistant vocal. Alors il y a Siri, bien sûr, l'ancêtre, on peut même dire la grand-mère, l'assistant Google, Alexa, Bixby, Jingo, Cortana, le marché explose. Alors quels sont les usages aujourd'hui? Quelle nouvelle relation entre l'homme et la machine est en train de se dessiner? Pourquoi est-ce un enjeu majeur pour les entreprises? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec Oksana Gouliaeva. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Way. Bonjour Charlotte, merci de m'avoir invitée. Les assistants vocaux, c'est le sujet de votre thèse à Sciences Po. Pourquoi vous avez choisi ce sujet? Pourquoi cette fascination pour les assistants vocaux? Mais écoutez, il y avait plusieurs motivations. J'ai travaillé comme analyste dans le groupe Accenture et j'étais chargée de recherche d'innovation et de formulation de ce que c'est les innovations et qu'est-ce qu'elles changent finalement. Et c'était un des exemples. Ouais. Donc pour moi, il était facile et fascinant de choisir ce sujet qui venait d'arriver finalement en France. On était fin 2017, début 2018. Alexa n'était même pas encore sur le marché français. Ouais. Et c'est également un sujet qui en englobe d'autres. Toutes les technologies qui sont embarquées, des nouveaux usages, de nouveaux acteurs, des jeux de concurrence. C'était tout un, c'était évident. On va justement explorer ce nouveau monde que vous décrivez avec Mathieu Stéphanie. Mathieu, je suis ravie de te retrouver. Moi aussi, salut Charlotte. Génération Do It Yourself. Est-ce que tu as un assistant vocal ou même plusieurs d'ailleurs chez toi? En fait, je crois que déjà, on en a tous. Alors moi, j'en ai deux, je dois avoir en fait comme device, évidemment, j'ai envie de dire évidemment, mais un Google Home, je sais d'ailleurs, un petit Alexa, mais finalement avec ton téléphone, t'en as un. Donc finalement, tu as OK Google qui va fonctionner si tu es sur Android, ou Siri si tu as, bah ça y est, il s'est allumé, tu vois, ou Siri qui va aussi se déclencher si tu as, tu vois, j'ai un iPad. Donc en fait, on en a plein. Et finalement, je suis connecté à Amazon, à Apple et à Google, finalement sur des devices différents. Mais j'ai remarqué une chose quand même, c'est que tu as dit Siri est la grand-mère. Donc pour toi, Siri est une femme? Ben oui, je sais pas pourquoi. Mais ça m'a choqué, pour moi, Siri était un homme. Donc on a tous un rapport assez marrant avec les machines. On a les GPS. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? C'est marrant comme question d'ailleurs. On pourrait dire une assistante vocale. Et pourtant, on dit plutôt un assistant vocal, mais effectivement, souvent c'est associé du point de vue genre à la femme. Pour vous, excusez-moi, Siri... vous n'êtes pas moderne, mais associer une assistante à une femme, tu vois, je pense que vous... C'est un peu vieux jeu. Ouais. La première question que j'aurais pour toi, Oksana, qu'est-ce que c'est la nouveauté? En fait, on a vu apparaître Siri quoi, en 2011, 2012, tu parlais d'Alexa tout à l'heure, 2017, on en avait rapporté un des États-Unis, j'étais hyper content, mais en fait, il n'y avait rien qui marchait, parce qu'en effet, ça ne marchait pas vraiment bien en France. Et il y a un début toujours un petit peu déceptif, et petit à petit ça évolue. C'est quoi les grosses évolutions majeures, récentes ou à venir demain sur les assistants vocaux? Bon, on va peut-être commencer par le début. Qu'est-ce que ça change, mais finalement, la manière d'interagir avec votre assistant? Parce que finalement, la voix est une interface. Ce n'est pas tellement l'assistant lui-même. Il s'appuie déjà sur des technologies existantes de recherche Internet, par exemple. En revanche, effectivement, jusqu'ici, il fallait maîtriser un outil, il fallait maîtriser le clavier, il fallait déjà savoir écrire plus ou moins correctement, utiliser le clavier, utiliser un smartphone. Maintenant, vous pouvez, a priori, juste parler. Le côté déceptif, il vient de la maturité de la technologie. Il n'est pas encore mature. Et surtout sur le marché français. Alexa en anglais aux États-Unis est plus avancé qu'Alexa en France en français. Il y a plusieurs briques technologiques à l'intérieur d'un assistant qui font que l'expérience est plus ou moins déceptive. Ensuite, il y a le côté design. Designer une conversation, construire une conversation, c'est tout un art. Vous en savez plus que moi. Et faire parler la personne de la manière claire et intelligible est tout un art. C'est tout à construire grâce aux technologies qui ne sont pas finalement intelligentes. Donc l'avenir est de les rendre plus intelligentes, plus agiles. C'est ça, donc on en parlait dans un épisode récent avec Marjolaine de Jam. C'est un arbre de décision finalement derrière un bot, comme un bot conversationnel, derrière les assistants vocaux, où il y a un peu plus que ça déjà.
Alors, il y a plusieurs éléments, effectivement, des chatbots ancêtres ou une manière moins évoluée qu'un assistant vocal. Effectivement, très souvent, ils sont, on va dire, codés dans le dur, de manière binaire, oui, non, avec un arbre de décision statique. Tu veux dire que quand je demande à Siri quel est le sens de la vie, il ne réfléchit pas lui-même, il ne me sort pas sa vraie définition à lui. Je vais vous décevoir, mais c'est un calcul statistique purement probabiliste. Il a détecté qu'à 95%, votre intention est de savoir la réponse à cette question-là. Il y en a eu d'autres dans le jeu de décision. En revanche, après, la nouveauté de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est vraiment l'apprentissage machine learning, qui permet de rendre ces arbres plus flexibles, si vous voulez, et de détecter la vraie intention derrière votre question, quelle que soit la manière dont il est formulé. C'est ça la nouveauté, c'est ça l'intérêt, mais c'est ça également le début d'une déception ou d'une satisfaction de vous en tant qu'utilisateur. Et tu parlais à l'instant des États-Unis ou du monde anglophone qui est un peu plus évolué là-dessus. Est-ce que tu as des exemples d'usage qu'on n'a pas encore vraiment en français ? Il y en a beaucoup plus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'adoption aux États-Unis a dépassé un quart globalement de la population. Les chiffres peuvent varier, c'est entre 25 et 30%. En France, on n'a même pas vraiment de chiffres fiables. Ça ne décolle apparemment pas tellement. Même si on regarde toujours les États-Unis, on voit que le confinement a fait qu'on a été beaucoup plus confinés. On était chez nous et on écoutait plus la radio, on activait des choses, on avait le temps de s'amuser. Quel frein on pourrait citer? Pourquoi ça s'est adopté aussi difficilement? Alors, il y a évidemment la réticence de certains êtres humains à parler à une machine, tout simplement. Ils n'aiment pas ça. Mais il y a aussi l'idée, par exemple, de parler tout haut. Certains n'osent pas parler tout haut, et ce qui expliquerait le fait que ce soit un usage essentiellement privé aujourd'hui. Quels sont les autres freins que vous identifiez? Écoutez, effectivement, vous avez vu très juste. On ne parle pas haut à la machine, mais on peut dire que ça peut changer. Il y a un manque de valeur perçue, évidemment. Qu'est-ce que je peux lui dire? Elle raconte des blagues, elle comprend la moitié, c'est pas intéressant. Ça peut être déceptif, ça peut effectivement ralentir l'adoption. Il y a également une réticence à partager un certain nombre de données. Pourquoi cette machine m'écoute tout le temps? Donc, toutes les problématiques liées à la protection de la vie privée et privacy, sur laquelle l'Europe, notamment la France, est très à cheval. Là-dessus, justement, quand on parle à son assistant Google, par exemple, ou Amazon, tout va être relié systématiquement à mon compte Google. C'est-à-dire, c'est un ensemble de données qui est enregistré, qui va alimenter mes données pour mieux me cibler en termes de publicité, par exemple Oui et non, ça va dépendre de l'installation que vous allez faire avec votre assistant. Oui, a priori, vous devez l'associer à un compte. En revanche, vous pouvez créer un compte complètement indépendant uniquement pour cet usage-là, rien ne vous empêche. En revanche, ça vous prive également d'un certain nombre d'usages utiles que vous pouvez percevoir utiles. Si vous voulez faciliter des paiements, des recherches, d'autres opérations, d'autres usages à l'intérieur de votre maison, mais sans connecter, il vaut mieux effectivement utiliser un seul compte pour tous ces usages-là, pour que la fluidité et cette expérience seamless, sans couture, puisse avoir lieu. Mais oui, mais du coup, il y a beaucoup de consommateurs qui se disent, mais en fait, moi, ce que je veux pas, c'est la concentration du choix. C'est-à-dire que c'est un marché qui est dominé par 3 grands acteurs et qu'on sait très bien qu'il y a le système d'occurrence. Donc, du coup, à une question, moi, on va me concentrer mon choix et on va me proposer un premier choix par défaut qui n'est pas forcément le bon. Et c'est ce qui freine beaucoup de consommateurs. Ça dépend de la question que vous posez. En revanche, la machine vous apporte la réponse à la question que vous posez. Encore une fois, si vous pouvez apporter une réponse, c'est qu'elle a très peu de valeur quelque part. C'est la question qui a beaucoup plus de valeur. Comme toujours. Effectivement, les assistants ne se valent pas, notamment en français. Alexa ne va pas nécessairement donner exactement la même réponse à la question que vous poserez à Google. Je ne parle pas de questions existentielles, je parle où est-ce que je peux acheter la plus belle casserole à Paris. Est-ce qu'à ce moment-là, je ne tombe pas dans les filets de la marque la plus connue, vendue par Amazon, qui est celle qui arrive le plus souvent en numéro 1, et du coup, le moteur de recherche va m'envoyer chez un vendeur, et donc toujours le même. Et là, je suis malgré moi dirigée. C'est ça dont je parle. Oui, bien sûr. En fait, c'est toujours une question de transparence de sources qui sont utilisées. A priori, pour l'instant, aucun des assistants
ne reconnaît, a priori, n'utilise pas le mode publicitaire. Google va utiliser toujours plutôt ce qui va ressortir en haut de la recherche classique. En revanche, il n'y a pas de publicité directe. On ne peut pas payer pour l'instant pour ressortir le premier. Il va utiliser plein d'éléments de votre recherche et éventuellement, si vous posez la question et votre voisin pose la même question, il n'est pas gagné que vous ayez la même réponse. Vous pouvez faire cette expérience-là. Oui, donc finalement, c'est presque moins risqué que les cookies qu'on a sur Internet. Encore une fois, tout dépend de la situation. Mais effectivement, les cookies sur Internet, vous avez posé la bonne question, encore une fois, sur la protection de données. Quand les gens disent est-ce que ça va mieux me cibler, mais ces deux ou ces trois assistants ont déjà tellement de données sur vous qu'ils n'ont pas besoin de cet élément supplémentaire pour vous piéger, si vous voulez. La question aussi qui reste, c'est est-ce qu'on est condamné à avoir des assistants vocaux performants américains, peut-être qu'il y a des Chinois également, mais est-ce qu'on a une possibilité de voir un acteur européen ou français émerger, sachant que, en effet, toutes ces données dont vous parlez toutes les deux tout de suite, que ce soit du shopping, que ce soit du savoir avec Google et un moteur de recherche derrière, que ce soit même des masses suffisantes grâce à Apple peut-être, est-ce qu'elle pourrait venir d'un acteur européen ou c'est juste totalement impossible ? Oui, bien sûr, c'est possible, en théorie. On revient toujours à la grande question de souveraineté numérique, dont on parle beaucoup en ce moment. Encore une fois, les assistants vocaux ne sont qu'une partie visible de l'iceberg, qui s'appuie nécessairement sur un acteur, sur tout un écosystème finalement. Effectivement, les Chinois ont leurs assistants. Chacun des grands acteurs technologiques a un assistant vocal. En Russie d'ailleurs aussi. Et nous le citons dans notre livre pour montrer qu'on n'est pas condamné à avoir un seul. Privilégié après, en termes d'usage, vous allez sûrement en privilégier un parce qu'il vous convient le mieux. Mais même des marques, même des entreprises peuvent complètement développer leur assistant indépendant. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il faut bien le rappeler, entre les lignes, le device, l'appareil n'est qu'un micro avec un haut-parleur en fait. Il y a zéro intelligence dedans. L'intelligence, elle est dans le cloud et elle est chez un de ces acteurs généralement très important. Elle est dans le cloud, mais elle peut également être un embarqué. C'était le pari de Snips, un acteur français qui a un peu disparu, s'est fondu dans un autre acteur technologique l'année dernière, mais c'était leur pari de rendre moins de services qu'en Google, c'est-à-dire on ne pouvait pas aller chercher une information générique, mais en revanche, on pouvait activer des appareils de la maison connectée, par exemple, grâce à ça, tout en protégeant les données et en restant en local. Est-ce qu'on voit des usages B2B aujourd'hui de la voix? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de... Alors peut-être à part pour les chauffeurs de taxi que je vois ou de Uber qui vont demander le chemin à leur assistant vocal ou à leur smartphone. Est-ce que on voit des usages émerger sur le business? C'est possible. Notamment Cortana qui s'est retiré du marché grand public. Cortana, l'assistant de Microsoft, va rester sur le monde de B2B. On ne va pas tellement pour l'instant d'usage vraiment s'ancrer, en tout cas prendre vraiment la place, toujours pour des raisons de privacy quelque part. On n'a pas l'habitude de parler, il faut que l'environnement acoustique soit suffisamment tranquille pour qu'on puisse discuter avec la machine. En revanche, d'autres acteurs intègrent, ou en tout cas font des tests d'intégration de capacité vocale dans leurs outils. C'est possible, c'est toujours pour des raisons de productivité, pour aller plus vite finalement. La voix nous permet de gagner du temps sur certaines opérations et c'est complètement possible. C'est vrai que j'adorerais faire mes contrats, le truc le plus relou de la Terre, tu vois, aller sur si une machine me posait des questions en me disant quelle clause tu veux là-dessus, comment est-ce que tu veux mettre ça. À l'oral. À l'oral, oui, ce serait pas mal. Ça doit être possible, en plus c'est un arbre de décision finalement. Mais ça permet de se reposer de l'écran. Du coup, j'ai envie de vous poser cette question-là. On est à la croisée des chemins où il y a plusieurs supports aujourd'hui, plusieurs technologies. Est-ce que, et du coup une nouvelle relation entre la machine et l'homme, est-ce que l'assistant vocal va tuer l'écran ou est-ce que c'est complémentaire ? Je dirais quand même que c'est plutôt complémentaire, mais vous avez complètement raison. Ça permet de gagner du temps écran. On peut consommer une information, que ce soit un podcast, juste des news, une musique, un livre qu'on peut lire en écoutant finalement. C'est un usage extrêmement porteur et d'ailleurs qui ouvre le champ d'utilisation aussi bien pour les enfants
qui commencent leur éducation de cette manière, ou pour des personnes seniors qui aussi aimeraient peut-être lire un livre, mais ne peuvent plus. En revanche, ils peuvent l'écouter. Moi, je serais un clé plus pour le clavier, finalement. Parce que le clavier peut s'inquiéter, finalement. Dialoguer avec une machine via la voix, via un clavier, ça va vite nous sembler un peu ubuesque, en fait. Quand je sais pas si tu as fait le test avec des jeunes enfants de mettre un assistant vocal devant, mais ils se marrent pendant des heures. Et en fait, eux trouvent ça beaucoup plus naturel que de voir taper sur un clavier, ce qu'ils savent absolument pas faire. Donc, je pense que le clavier a peut-être des soucis à se faire. On a vu tous probablement le film Her, où finalement, effectivement, il n'y a même pas de clavier sur le bureau. Est-ce que c'est réaliste? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais il y a 10 ans, les spécialistes de Nokia se moquaient de Apple qui arrivait avec le smartphone. Oui, mais on sait maintenant où est Nokia. Ça donnerait un monde où on parlerait tous tout seul à haute voix. Ce serait un peu étrange quand même. C'est pour ça qu'il y aura peut-être encore, on ne sait pas. Beaucoup de choses qui nous ont paru étranges il y a 10 ans ne le sont plus. Et c'est les jeunes générations qui sont généralement porteurs de nouveaux usages. C'est eux qu'il faut observer. Ouais. Pour revenir un tout petit peu sur des usages business, est-ce qu'on voit aujourd'hui des formes de relations clients émerger avec un peu d'intelligence vocale, en tout cas d'intelligence artificielle et d'assistants vocaux? Oui, bien sûr, des marques tentent de se positionner sur ces assistants génériques dont on a parlé au début. Certains essaient de créer leur propre assistant qui serait indépendant des grands acteurs technologiques pour garder la privacy et la main et le contrôle de leurs données. Mais également, certaines briques de technologie vocale sont très utilisées dans la téléphonie. Par exemple, taper 1, taper 2 sur un serveur vocal interactif, c'est extrêmement lourd et c'est quelque chose d'extrêmement décevant pour l'utilisateur final. Nous, les clients qui appelons telle ou telle entreprise pour régler une facture ou autre, nous passons 20 minutes avant d'avoir un conseiller. Généralement, la plupart de ce type d'opérations peuvent être gérées en langage naturel grâce aux technologies vocales. Ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle forme de marketing qui va apparaître, j'imagine, puisque on va chercher souvent une identité visuelle, on va chercher une identité, du coup, j'imagine, vocale, sonore. Il y a un nouvel environnement à inventer. Oui, absolument. Et il y a une nouvelle relation client à construire grâce à la voix et encore une fois, ces usages dans la téléphonie. Mais il y a également l'image de la marque à construire sans l'image, notamment. Il y a cette création de voix sur mesure. Quelle image devrait renvoyer votre marque si on ne voyait pas le logo? Est-ce qu'elle doit disparaître s'il n'y a pas de support visuel? C'est tout un nouveau champ de création finalement qui s'ouvre et donc un champ de marketing et de connaissances clients. On va revenir pour boucler la boucle à la voix homme ou femme. Est-ce que ta marque doit avoir une voix féminine ou masculine? C'est compliqué quand même. Mais oui, c'est compliqué. Bon, écoutez, en tout cas sur Way, qui est aussi en version podcast et qu'on peut écouter, c'est ma voix, donc c'est la voix d'une femme jusqu'à présent et ça le restera. Et tu n'es pas une assistante, donc c'est bien. Je ne suis pas une assistante. Merci Oksana Gouliaeva. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La révolution des assistants vocaux, aux éditions Duno, livre préfacé par Luc Julia, le père de Siri, que nous avions reçu ensemble. 212 objets connectés à la maison, je m'en remets toujours pas. Et qu'il y a 212 objets connectés à la maison. C'est absolument dingue. Merci Mathieu, merci à tous les deux d'être venus sur Way. Way, ça continue maintenant et tout le temps. C'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniqueurs. Activez la petite cloche. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.